Traduction en français. Une vidéo prétendument choquante circule actuellement sur les réseaux sociaux, mettant en vedette Tekashi 669 dans une situation qui a provoqué des réactions massives en ligne après sa libération du MDC Brooklyn. Des rumeurs ont émergé concernant une atmosphère tendue et d'éventuels conflits avec ses rivaux. Certains affirment qu'il pourrait être en danger, ce qui a alimenté des spéculations généralisées dans le monde du hip-hop. Entre le buzz et les préoccupations, les réseaux sociaux explosent alors que tout le monde essaie de déterminer ce qui est réel. Le rappeur a partagé un clip du moment où les autorités l'ont relâché dans les rues vendredi matin. L'avocat de Tekashi, Lance Lazaro, et le BOP ont tous deux confirmé à TMZ que le rappeur a été relâché ce jour-là. L'artiste new-yorkais, dont le vrai nom est Daniel Hernandez, a été libéré vendredi matin du Metropolitan Detention Center à Brooklyn après avoir purgé une peine fédérale de 90 jours. Personne ne s'attendait à ce que la sortie soit tranquille, et ce ne fut pas le cas. Dans le clip, Tekashi semble de bonne humeur après 90 jours au MDC Brooklyn, sortant d'un pas alerte et saluant un copain. Il tient une épaisse liasse de documents et une poupée SpongeBob SquarePants quand il sort et laisse tomber ses affaires dans un SUV qui l'attend. Le rappeur a reçu une chaîne de près de 400 carats dès qu'il a franchi les portes du MDC Brooklyn vendredi, où il a purgé 3 mois derrière les barreaux après que les autorités aient trouvé de la drogue à son domicile l'année précédente. Il a légendé le poste, tout frais des fédéraux, de 200 000 $ au coup. Cette chaîne provient de Vubara Miami, le bijoutier des célébrités qui était juste là aux portes de la prison. Tekashi a collaboré avec Vubara Miami pour créer une pièce unique intitulée The Apex Redemption, le retour de 699, présentant des pendentifs représentant certains de ses tatouages qu'il avait avant de retourner en prison. Les fleurs totalisent 165 carats de diamants ronds, émeraude et marquise, plus des saphirs colorés et des diamants noirs. Le pendant en lion pèse 186 carats, complété avec des diamants ronds, émeraude, baguette et taille fantaisie. La pièce pèse plus de 4 livres. Un représentant de Vubara a livré la chaîne directement à 619 alors qu'il sortait des murs de la prison, juste avant 5 heures du matin, heure de l'Est. Imaginez la scène, c'est avant l'aube. L'homme sort de la prison fédérale tenant SpongeBob. Une chaîne en diamant de 4 lb est mise autour de son cou en quelques minutes et il commence immédiatement à filmer pour Instagram. Cela seul ferait la une. Mais ensuite, il a montré SpongeBob à la caméra. Tekashi montre SpongeBob à la caméra et dit qu'il a fait signer l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro et a même mis la date. Maduro est enfermé au MDC depuis que l'armée américaine est entrée dans le pays latino-américain et l'a extrait. Plus tôt cette année, le 3 janvier, Maduro a été capturé par des opérateurs américains après une opération militaire à Caracas, au Venezuela. Il est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center à Brooklyn, en attente de procès pour accusation fédérale, incluant le terrorisme lié au trafic de drogue et le trafic de drogue. Donc, 6-9 et l'ancien président du Venezuela ont été compagnons de cellule dans le même établissement de Brooklyn et 619 lui a fait signer une poupée SpongeBob. Vous ne pouvez pas inventer ça. Internet s'est enflammé en quelques minutes. Les gens partageaient le clip, débattaient de son authenticité, Rin était confus. Le moment est rapidement devenu viral avec les fans réagissant au crossover inattendu entre une figure politique mondiale et un rappeur controversé. Certains ont remis en question l'authenticité de la réclamation, tandis que d'autres y voyaient un autre exemple de la capacité de Tekashi à générer l'attention. Mais tandis que 619 se filmait en train de célébrer sa liberté et de faire étalage d'une nouvelle chaîne, d'autres personnes, des personnes qui ont une relation très différente avec lui, faisaient aussi des vidéos. Et ces vidéos n'étaient pas des célébrations. C'étaient des messages et Internet l'a remarqué. Maintenant, pour comprendre pourquoi la libération de 619 est un événement si chargé, pourquoi les personnes ayant des griefs postent des vidéos au moment où il sort, vous devez revenir bien en arrière, parce que ce n'est pas simplement un rappeur rentrant à la maison après une condamnation de 90 jours. C'est l'informateur le plus célèbre de l'histoire du hip-hop américain, qui retourne dans les rues où les personnes qu'il a dénoncées ont toujours des connexions, toujours de l'influence, et qui ne lui ont toujours pas pardonné. Pour comprendre pourquoi certaines personnes se sont filmées au moment où 619 a été libéré, vous devez comprendre l'accord. L'accord qui l'a rendu l'homme le plus haï du hip-hop. Daniel Hernandez, né le 8 mai 1996, connu professionnellement sous le nom de 69 Ejeng, est un rappeur américain. Sa musique s'est caractérisée par un style de rap agressif.
tandis que sa persona publique controversée se caractérise par ses cheveux arc-en-ciel distinctifs, ses tatouages, ses problèmes juridiques, ses trollages sur les réseaux sociaux et ses querelles avec des célébrités médiatisées. En 2017, un enfant aux cheveux arc-en-ciel de Bushwick, Brooklyn, a téléchargé un clip vidéo pour une chanson appelée Gummo. Hernandez est d'abord devenu connu pour sa performance invitée sur le single 2017 de Trippie Redd intitulé Pulse 1469, suivi de la sortie de son premier single Gummo la même année, qui a été un succès caché, atteignant le numéro 12 du Billboard Hot 100. Cette vidéo n'a pas seulement présenté 619 au monde. Elle a présenté le monde aux 9 très gangsters. Pendant le tournage du clip vidéo de Gummo, qui mettait en vedette Hernandez rappant au milieu de membres des 9 très gangsters Blood Street Gang, le rappeur a rencontré Kefano Shotty Jordan, un membre connu des 9 très gangsters et fondateur du label Three Treyway Entertainment. Shotty est devenu étroitement associé à Hernandez, devenant son manager et son garde du corps, et a présenté Hernandez à d'autres membres des 9 très gangsters. Hernandez et les 9 Trey Gangsters ont noué un partenariat avec Hernandez recevant, selon ses propres termes, la crédibilité professionnelle, la crédibilité de rue, des vidéos, de la musique et la protection du gang. Tandis que Hernandez a compensé financièrement Shotty et les membres du gang, l'arrangement était transactionnel. Le New York Times et Complex ont décrit Hernandez comme une vache à lait pour les Bloods, et Hernandez se décrirait plus tard lui-même dans son témoignage, comme étant extorqué par le gang. Il a fait l'argent. Ils ont fourni l'image et la force. Chaque chanson qu'il a sortie après que Gummo ait atteint le Billboard Hot 100 a obtenu des centaines de millions de vues, des millions de followers, et aux côtés de tout cela, des fusillades, des braquages et une véritable violence de gang tournant autour d'un rappeur qui, de son propre aveu ultérieur, n'a jamais été véritablement initié au gang. À mesure que plus de preuves ont émergé, il est devenu parfaitement clair que Tekashi n'a jamais été véritablement membre du gang. Il utilisait simplement le gang pour perpétuer l'image qui promouvait sa carrière en échange d'une partie des bénéfices de sa musique. Puis, en juillet 2018, le partenariat s'est désintégré violemment. En juillet 2018, 619 a été enlevé, agressé et volé par 2 membres des 9 Trey Gangsters, Anthony Harv Ellison et Algeria Nukem. Le natif de Bushwick a été fouillé au pistolet et volé par des membres de son propre gang. Il a témoigné qu'après une dispute avec le défendeur Anthony Ellison, le défendeur et un autre homme l'ont forcé à monter dans une voiture volée à la pointe d'une arme. Il a dit que les hommes l'ont conduit partout, s'arrêtant à différents points pour le frapper et le narguer, alors qu'il suppliait pour sa vie. Les hommes l'ont finalement ramené à sa maison à Brooklyn, où ils ont volé un sac rempli de bijoux avant de le conduire quelques pâtés de maison et de le relâcher. Les gars qui étaient censés le protéger l'ont enlevé à la place. Des images de caméras embarquées de cette nuit ont ensuite été présentées à la Cour fédérale. Vous entendez Anthony Harv Ellison aboyer des ordres comme « Donnez-moi votre argent » et montez dans la voiture. Nous allons vous tirer dessus. Après l'enlèvement, 6 Nix Nin n'a pas appelé la police sur Ellison, pas immédiatement. Il a rencontré plus tard son ancien manager Shotty et Mel Murda à sa maison et leur a dit que Harv et Nuke en étaient responsables. Il a essayé de régler cela en interne au sein de la structure du gang, mais les fissures s'approfondissaient déjà. En novembre 2018, tout s'est effondré. Le 15 novembre 2018, 3 jours avant les arrestations et 1 semaine avant la sortie prévue de son album de début, Dummy Boy, Hernandez a annoncé de manière inattendue sur Instagram qu'il avait renvoyé toute son équipe, y compris son management. Il a également annulé sa tournée à venir. 3 jours plus tard, les arrestations sont arrivées. Hernandez a été appréhendé aux côtés de 5 autres hommes le 18 novembre 2018 suite à une enquête conjointe de 5 ans menée par le département de la sécurité intérieure, le département de police de New York et le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Hernandez a été accusé de RICO fédéral et de charges d'armes à feu, y compris conspiration pour meurtre et vol à main armée. Les accusations étaient stupéfiantes. 2 des accusations auxquelles il était confronté portaient une peine maximale d'emprisonnement à vie. S'il était reconnu coupable de toutes les accusations, la peine minimale qu'il pouvait recevoir était 47 ans d'emprisonnement. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. L'informature, à laquelle Siskenovic a accepté de participer quand il a accepté un accord de culpabilité, a fourni un témoignage clé pour l'affaire du procureur. En fait, il a témoigné qu'il a commencé à coopérer avec les fédéraux le jour même, après son arrestation en novembre 2018.
Le 1er février 2019, Hernandez a plaidé coupable à 9 accusations et s'est retourné contre l'État, acceptant de témoigner contre ses codéfendeurs. Il n'a pas attendu. Il n'a pas délibéré. Il s'est assis et a commencé à parler. Le jour suivant, septembre 2019, une salle d'audience fédérale à Manhattan. Daniel Hernandez, vêtu de combinaison de prison bleue et ses cheveux en couette teinte arc-en-ciel, a pris la barre comme témoin vedette du gouvernement contre les 9 Trey Gangsters. Tekashi 69 a passé près de 2 heures à la barre vêtu de combinaison de prison bleue, d'un maillot blanc et portant toujours ses cheveux arc-en-ciel coiffés en couette dans une salle d'audience potentiellement remplie de membres actuels ou anciens des 9 Trey. Il a témoigné qu'il est devenu membre en novembre 2017 et qu'il a participé à des crimes violents incluant des fusillades, des agressions et le trafic de drogue. Il n'a pas retenu ses coups, pas du tout. Il a nerveusement pointé du doigt les défendeurs. Algeria Newkmack et Anthony Harve Ellison et les a identifiés comme des membres du gang 9 Trey. Les procureurs ont montré des images figées de vidéos musicales et Tekashi a pointé et identifié divers membres du gang qui apparaissaient à l'écran. Il a également affirmé que Trippie Redd était un membre du gang, mais d'une secte de Bloods Reveal par rapport aux 9 Trey. Il a donné des noms, pas seulement les gars en procès, tout le monde. La décision de Hernandez de moucharder, et en particulier ses témoignages sur des rappeurs non impliqués dans le procès, incluant les rappeurs Cardi B, Jim Jones et Trippie Redd, a provoqué une discussion, de l'amusement et des condamnations de la part des personnalités du hip-hop et des fans, et a inspiré des mèmes Internet. Les procureurs ont enregistré des appels téléphoniques dans lesquels les membres des 9 Trey ont discuté de représailles. Les procureurs ont joué une conversation téléphonique entre Jones, Shotty et Mel Morda, dans laquelle ils discutent tous de se venger de Tekashi pour avoir mouché. Ils font plusieurs références à Tekashi étant violé. Les écoutes téléphoniques ont prouvé que même avant le procès, le gang planifiait déjà une attaque contre lui, détaillant le fonctionnement interne de l'organisation à la Cour fédérale. Cela ne plairait certainement pas aux Bloods des 9 Trey. Et les écoutes téléphoniques ont montré qu'ils avaient déjà prévu une attaque contre Tekashi avant même qu'il ne témoigne. Et quand Siscom Nuffin a expliqué pourquoi il avait coopéré, son raisonnement était brutal. Il a expliqué aux jurés que son rôle dans 9 Trey était simplement de continuer à faire des succès et d'être le soutien financier du gang pour qu'il puisse acheter des armes et des choses comme ça. Quand on lui a demandé ce qu'il avait reçu en retour, il a répondu « Ma carrière ». J'ai reçu la crédibilité de rue, les vidéos, la musique, la protection, tout cela. Le résultat ? Le plaidoyer de culpabilité a entraîné une admission de culpabilité de Hernandez et un témoignage contre ses codéfendeurs, ainsi qu'une coopération complète en échange d'une peine d'emprisonnement réduite. Le 18 décembre 2019, Hernandez a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, une amende de 35 000 $, 5 ans de libération sous surveillance et 1000 heures de travaux d'intérêt général. Hernandez a finalement évité une peine minimale potentielle de 47 ans. Pendant ce temps, Shotty, son ancien manager, l'homme qui l'a amené dans 9 Trey, a été condamné à 15 ans d'emprisonnement. Cet écart, 619, recevant 2 ans tandis que Shotty en recevait 15, est devenu l'un des faits les plus discutés du hip-hop. L'homme qui a parlé a marché. L'homme qui n'a pas parlé est resté, et toute la culture l'a remarqué. La décision du rappeur de coopérer l'a mis en danger en prison et l'a rendu cible de ridicule sur les réseaux sociaux par d'autres artistes, le qualifiant de mouchard. Il a été impitoyablement troll pendant le procès par des rappeurs comme The Game et Snoop Dogg. Les portes de la salle d'audience se sont fermées. Les peines ont été prononcées, mais le ressentiment qui n'a jamais disparu. Pas des membres des 9 Trey qui ont reçu de lourdes peines. Pas de la communauté hip-hop plus large qui a vu un code fondamental. Ne mouche pas. Brisé à la télévision nationale, et certainement pas de la part des personnes qui, des années plus tard, affichent toujours des vidéos le jour où 69 se libère. Quand 619 a d'abord été libéré en 2020, relâché plutôt en détention à domicile en raison des préoccupations concernant la Covid-19 liées à son asthme, le monde a regardé pour voir ce qui se passerait. Quelqu'un pourrait-il l'atteindre ? Sa carrière survivrait-elle ? Hernandez a brièvement maintenu le succès commercial après sa libération avec ses singles 2020, Gooba et Trolls, avec Nicki Minaj atteignant respectivement le numéro 3 et 1 du Hot 100. Trolls a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard Hot 100, sa première meilleure position. Mais la célébration a été de courte durée.
Trolls est tombé au numéro 34 dans sa deuxième semaine, battant le record de la plus grande chute de position du numéro 1 dans l'histoire des classements. Les flux initiaux motivés par la curiosité ont été énormes, mais les maintenir était une toute autre affaire. Un single ultérieur, Yaya, a fait ses débuts au numéro 99 du Billboard Hot 100 et a quitté les classements la semaine suivante. Un quatrième single, Punani, a été publié en août. Les chansons ont toutes été incluses dans son deuxième album studio, Tat le Tal, qui a été publié le 4 septembre 2020. Tat le Tal a fait ses débuts au numéro 4 du Billboard 200 et son troisième album, Leenda Viva, en 2023. Son premier album reggaeton a échoué à faire toute grande position dans les classements. La trajectoire était claire. Chaque sortie s'est comportée pire que la précédente. La nouveauté du mouchard qui est revenu s'est usée. Tandis que 6009 In reste l'une des figures les plus reconnaissables et polarisantes du hip-hop, sa performance en classement s'est refroidie ces dernières années. Il n'a pas figuré au Billboard Hot 100 ou Billboard 200 depuis 2020, signalant un changement dans l'élan dominant. Et puis, il y avait le danger physique. Les menaces que les gens avertissaient pendant le procès, elles se sont manifestées. En mars 2023, 619 a été attaqué à l'intérieur d'une salle de sport La Fitness en Floride. Le rappeur controversé a repartagé des images du 21 mars, l'assaut à l'intérieur d'une LA Fitness en Floride. La vidéo montre un groupe d'hommes donnant des coups de pied et des coups de poing à 699 alors qu'il était couché sur le sol du vestiaire des hommes. Le natif de Brooklyn a traité l'incident dans une longue légende Instagram, disant que l'attaque était lâche, mais pas surprenante. La bataille judiciaire très médiatisée a gravement endommagé la carrière de 619, car il est passé d'un rappeur au sommet des classements à l'un des mouchards les plus détestés du hip-hop. Il a essayé de changer de genre. Il a essayé le reggaeton, il a essayé la musique en langue espagnole, en tournant des vidéos en République dominicaine et à Cuba. Le troisième LP complet de Hernandez, Leenda Viva, son premier album de reggaeton complet, a été publié en tant qu'album surprise le 16 juin 2023. Mais ni l'album ni ses singles n'ont figuré dans aucun grand classement. Il a également publié son dernier effort, Ballade Noire en décembre sans annonce préalable, et l'EP n'a également pas réussi à obtenir un quelconque succès commercial ou critique. Puis sont venues les violations de probation qui l'ont renvoyé. La dernière condamnation de 699 s'est produite après qu'il a violé les conditions de sa libération sous surveillance, dont il était l'objet, après avoir purgé environ 1 an d'emprisonnement pour son implication dans une affaire de RICO de gang de 2018. En mars dernier, la police a découvert de la cocaïne et du MDMA à la résidence de 699 en Floride du Sud. Après l'exécution d'un mandat de perquisition, selon l'AP, les autorités ont cité les drogues, ainsi qu'un incident distinct de batterie dans un centre commercial de Floride. En conséquence, le tribunal a imposé une peine de 90 jours ainsi qu'une année supplémentaire de libération sous surveillance une fois libéré. Avant de se rendre pour commencer ces 90 jours, 699 a tenu à s'adresser à la caméra. Il savait où il allait et il savait qui d'autre allait être là à regarder. Il a dit « Je ne suis pas suicidaire. Je ne veux pas me tuer. Je vais littéralement y entrer pendant 90 jours. Je ne me suis pas pendu. Clip ça. Je ne me suis pas pendu. Rien. Je ne suis pas suicidaire. Je ne suis rien. Et je vais être très prudent. Ce n'est pas un homme faisant une déclaration banale. C'est un homme qui craignait véritablement pour sa vie, dans un établissement fédéral, entouré de personnes qui le considèrent comme un traître. » Donc le 3 avril 2026, 699 sort du MDC Brooklyn avant 5 heures du matin. Dans le clip partagé en ligne, Tekashi semble de bonne humeur. Au moment où il quitte l'établissement, il salue des amis, échange des poignées de main et se dirige avec confiance vers un SUV qui l'attend. Le moment ressemblait à un retour à la normalité pour le rappeur qui a bâti une réputation en transformant même les situations graves en moments viraux. En quelques heures, la vidéo était partout et la réaction aussi. Les personnes qui ont des problèmes avec 6 et 9, d'anciens associés, des rappeurs rivaux, des membres de gangs ayant des connexions à 9 Trey et à ses ensembles affiliés, des figures de rue de New York et au-delà ont commencé à poster. Certaines de ces vidéos étaient directes, d'autres indirectes, mais le message était cohérent. Ils se souviennent, ils ne sont pas passés à côté et sa liberté les dérange. Maintenant, c'est ce qui rend la situation de 6K9 fondamentalement différente de n'importe quel autre conflit de rappeurs. Ce n'est pas deux artistes parlant, sans réfléchir sur Instagram, sur un verre ou une collaboration.
619 et son associé Kefan Oshoti Jordan ont été inculpés pour des accusations liées aux extorsions, à la possession d'armes et à la conspiration pour meurtre. Il a témoigné contre des personnes impliquées dans de véritables crimes violents. Les membres de son ancien gang purgent toujours des peines d'emprisonnement importantes. En raison de son témoignage, Shoti est toujours enfermé. Harv est toujours enfermé. Et les personnes qui restent libres sur ces périphéries n'ont émis aucune déclaration de pardon. Siximix 9 a expliqué qu'il ne devait rien à ces gars et suggère même que ce qu'il a fait était sage. Les Bloods des 9 traits pensent presque certainement différemment. Le conflit avec l'île TJ illustre la façon dont les ennemis de 619 opèrent à l'époque actuelle. 619 et l'île TJ continuent à avoir une querelle l'un avec l'autre pour n'importe quelle raison. Que ce soit leurs affrontements effrayants ou leur succès, il a impitoyablement troll TJ ces derniers temps. Que ce soit en se moquant de sa fusillade terrifiante de 2022 chez Chipotle ou en se moquant de sa performance commerciale, leur querelle a commencé à un moment donné autour de 2020 concernant une conversation King of New York et le scandale de mouchard de Tekashi a évidemment surgi. Même avant d'entrer pour ses 90 jours, 619 Nin jouait la musique de TJ comme une provocation. La provocation ne s'arrête jamais de son côté, mais l'hostilité de l'autre côté non plus. Les vidéos qui ont refait surface après sa libération portent une énergie très spécifique. Elles ne sont pas aléatoires, elles sont minutées. Ces ops ont attendu le moment exact où sa libération a été confirmée pour poster leur réponse. Ce genre de minutage calculé vous dit quelque chose. Cela vous dit que les gens regardent ses mouvements, prêtent attention à sa chronologie juridique et font des choix délibérés sur quand et comment envoyer des messages. Ses ennemis ont gardé des onglets sur ses paroles et ses actions. C'était vrai depuis 2019 et cela n'a pas changé en 2026. Et puis il y a la réalité physique de sa sécurité. Une équipe d'experts en sécurité a été assignée pour protéger Tekashi 6-19. Son avocat a dit à Complex qu'il dispose d'une équipe de sécurité composée d'anciens agents du FBI et de détectives du NYPD, donc il sera bien protégé quand il sortira dans le domaine public. Mais nous avons vu ce qui s'est passé en 2023 à cette salle de sport. La sécurité ne peut pas être partout en même temps. Sidingsnovin lui-même a dit « Pendant 2 ans, je me suis promené sans sécurité. Je ne dis pas que je promeux cela, mais maintenant vous voyez que je n'ai vraiment jamais caché de rien. » Il a reçu des menaces depuis qu'il a accepté de témoigner contre les prétendus membres des Bloods Gangsters des 9 traits. Sa vidéo de libération montre un homme qui célèbre. Les vidéos des Ops montrent des personnes qui ne célèbrent absolument pas avec lui. Et la collision entre ces deux réalités est exactement ce qui rend ce moment si volatile. Cette récente violation de libération sous surveillance pourrait entraîner des conséquences encore plus graves pour d'éventuelles complications juridiques futures. Donc Tekashi devra être intelligent sur ce qu'il fait et comment il se déplace. Donc nous sommes ici, avril 2026. 619 est libre. Il a une nouvelle chaîne, il a une poupée SpongeBob signée par Nicolas Maduro. Il a du contenu, et il a des ennemis qui font déjà du bruit. La question maintenant est à quoi tout cela revient-il? Le retour de Tekashi, 6 mode 89 dans la sphère publique suite à sa libération de la garde fédérale, le 3 avril 2026, n'est pas seulement une histoire sur la tentative de retour d'un rappeur. C'est une question de savoir si la culture le laissera revenir du tout et si les rues le laisseront rester libre. D'un point de vue purement musical, le pronostic est compliqué. Sa performance en classement s'est refroidie ces dernières années. Il n'a pas figuré au Billboard Hot 100 ou Billboard 200 depuis 2020, tandis que les chiffres de diffusion en continu initiaux augmenteront indéniablement. La véritable question est de savoir si 6 à 9 peut naviguer dans un paysage de plus en plus hostile à la controverse. L'industrie surveille de près. Le secteur de la musique lui-même a changé autour de lui. Les monopoles de billetterie et les politiques d'assurance des salles contiennent souvent des clauses concernant la conduite des artistes. Une peine fédérale récente peut déclencher des primes d'assurance qui rendent les tournées économiquement non viables. Sans la capacité de se produire sur la route, un artiste perd un pilier important des revenus, forçant la dépendance à la musique enregistrée et à la marchandise. Entreprise à marge plus faible à l'ère du streaming. L'industrie a construit des pare-feux autour de la responsabilité. Les labels sont disposés à distribuer de la musique, mais peu sont disposés à investir lourdement dans le développement d'artistes ayant des ombres juridiques actives. Même les réseaux sociaux, la très plateforme qu'il a construit, deviennent moins hospitaliers. TikTok devient moins hospitalier.
La plateforme est sous pression pour modérer le contenu qui glorifie le comportement criminel, limitant la portée marketing organique que des artistes comme 659 exploitaient auparavant. Sans cette portée organique gratuite, les coûts d'acquisition de clients augmentent, comprimant davantage les marges bénéficiaires. Et puis, il y a la laisse juridique. Le tribunal a imposé une peine de 90 jours ainsi qu'une année supplémentaire de libération sous surveillance, une fois libéré. Un faux pas, et il est de nouveau à l'intérieur. La marge d'erreur est zéro. Le moment de sa libération intervient peu de temps après qu'une femme, qui serait également sa petite amie, ait été arrêtée pour avoir prétendument essayé de s'introduire par effraction à plusieurs reprises dans la maison de Floride du rappeur. Sa vie personnelle est chaotique. Son chemin professionnel se rétrécit, et les personnes qui veulent qu'il échoue ou pire font connaître leur présence.